Les questions auditeurs, évidemment. On passe aux questions auditeurs. Il y en a pas mal, c'est pas comme si on était déjà en retard, mais c'est pas grave. On a les questions auditeurs, on va essayer d'y répondre au maximum. Tiens, question rapide. Question de Damzao qui nous dit, sur cette saison, quels sont vos 3 coachs offensifs et défensifs préférés? Donc faut en donner 6 des coachs là, c'est ça? Oui. Ok. Willie Green avec on a parlé de tout Borrego. l'épisode. Merci, avec James Borrego. Ouais. Mark Daigneault pour l'attaque d'OKC. Et qui c'est qui est intéressant en attaque aussi? Thibodeau. Allez, ouais. Thibodeau général, genre attaque et défense. Mais oui, quand même, il a réussi à l'utilisation d'Hartenstein et même de tous ces connecteurs là autour de Brunson et du pick and roll, ouais, ça vaut le coup d'être souligné. Et après, défensivement, Spoelstra. Oui. Spoelstra. Chris Finch. Oui, Chris Finch. Et Minnesota. Ime Udoka. Udoka. Sinon, Jamal Mosley, non? Oui, Jamal Mosley. Orlando. Oui, deuxième. D'ailleurs, on n'en parle pas beaucoup, mais la défense de Orlando, 2-3 trucs un peu avant-gardistes, ou un peu. Enfin voilà, ça sort un peu du cadre. Peut-être on en parlera en playoff, mais il y a des trucs très sympas. Deuxième défense. Oui, et puis ils font des trucs tactiquement, c'est intéressant. Question de Vincert, question pour l'intervenant de l'hebdo, donc c'est toi du coup. Vous pensez quoi de la saison de Jason Tatum? Vince, tu le fais sur ton podcast Le Trèfle, quoi. C'est toi qui nous le dis, c'est toi qui regarde les matchs. Non, je rigole évidemment. Je rigole, mais je pense que la question pourra être traitée plus en détail plus tard, je pense. Je veux pas m'attarder aujourd'hui, mais bonne saison quand même, mine de rien, rapidement. Je pense que c'est sa meilleure saison en carrière. En tout cas, il est sur la continuité des saisons précédentes. Je trouve toujours très bon en défense. Il y a toujours des limites en attaque, mais en réalité, là, je crois que on arrive à un joueur pas fini, mais tant qu'il aura pas vraiment ajouté un playmaking un peu à l'instar de Kawhi sur les dernières saisons, ça restera le joueur que c'est maintenant et qui est un très bon joueur et défensivement aussi très très intéressant. Et de toute façon, Boston est une bien meilleure équipe avec lui que sans avec lui sur le terrain. Mais cette année, c'est la première fois qu'il n'y a pas une aussi grosse différence d'impact collectif. Et c'est aussi lié à un meilleur collectif plus homogène, je pense. Je pense que parmi les stars offensives, c'est peut-être le meilleur défenseur. Oui. Parmi les vrais stars offensifs, quoi. Même si on inclut pas Anthony Davis, quoi, je veux dire. Il y a Giannis. Oui, c'est vrai. Giannis. Question de Garincha qui nous dit: comment classez-vous ces jeunes joueurs entre J-Dub, Jalen Williams, Franz Wagner, Devin Vassell, Kuminga et Jaden McDaniels? Qui est ton numéro 1 là-dedans? Est-ce que c'est Wagner? Non, c'est... Non, c'est Jalen Williams. Parce que... Ouais. Mais peut-être à cause d'une surchauffe. Peut-être que si... Mais bon, bref, je ferme ma gueule, je prends J-Dub je prends Jalen Williams en premier. Ensuite, je prends Wagner. Ouais, je pense aussi, ouais. Ensuite, je prends Jaden McDaniels. Ah oui? Okay. J'aurais pris Kuminga, je pense, à ce niveau-là. Ah ouais? Moi, j'aurais pris... Ah ouais? Moi, j'aurais pris McDaniels, Devin Vassell et Kuminga en dernier. C'est un peu sur la philosophie de McDaniels, c'est sympa, mais ça reste un role player défensif qui a un peu d'attaque. Là où je pense que Kuminga... Alors peut-être je suis biaisé par des éléments récents, mais peut-être que Kuminga, je le vois plus un rôle un peu plus important que simplement le 3&D+, quoi. Et Vassell, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Vassell, notamment le passing qui se développe, et j'aime beaucoup le profil, même si on n'est pas encore à un niveau de waouh, il fait des trucs très beaux et en plus il est efficace, mais j'aime beaucoup le développement de Vassell. D'ailleurs, on avait parlé, fin de match contre OKC qui était impressionnante en tant que driver, etc. Question de Tex Filou qui nous dit: le site The Ringer est-il un site sérieux ou pas? Lors de son classement mensuel du top 100 des joueurs de NBA, où Embiid est déjà 24e, un avis? Moi, je crois que j'ai répondu dans Discord. J'ai dit que c'était surtout la place de Banchero 35e qui devrait faire poser cette question. Après, The Ringer, c'est un peu comme tout. Il y a du bon et du moins bon, quoi. C'est un site où il y a du sérieux et c'est un site où il y a de l'entertainment 100%. Ouais. Voilà. Et puis The Ringer, ils sont très forts et ils connaissent très très bien le jeu. C'est-à-dire comment appuyer sur les bons boutons, je fais
expression anglaise, mais comment bien faire pour faire du buzz, le fameux top 100, comment faire les bons titres parfois, etc. Bill Simmons, Kevin O'Connor, bon, c'est du marketing, mais il y a quand même des bons trucs, The Ringer, notamment le fameux Zach Kram dont on parle assez régulièrement, ou des gens comme ça, donc c'est quand même pas mal, The Ringer, c'est quand même pas mal, et pour le top 100, rendez-vous cet été pour notre top 100. Où est-ce qu'on mettra Wemby? Où est-ce qu'on mettra Wemby? La question de Dime Zhao qui nous dit quelle est votre question de tome préférée. Celle sur les cuts. Celle sur les cuts, notre cut préféré. Ah oui, c'est vrai qu'il était pas mal. C'était pas mal. Je suis d'accord. Il n'y en a pas eu sur les Note Deep 3 aussi, je crois. Est-ce que les Note Deep 3 c'était utile ou est-ce que c'est juste gadget? J'avais bien aimé. Question de Dime Zhao toujours. 0,6 possessions par match fini en tant que rollman, soit 3,8%. À l'instar de Giannis et Zion, pourquoi le pourcentage n'est pas plus élevé? Alors, je crois qu'il parle de Kuminga. Pourquoi est-ce que Kuminga n'est pas plus utilisé sur des rôles de pick and roll? Parce que c'est pas la stratégie offensive des Warriors. Je sais pas. Oui, parce que il n'y a pas que l'explosivité, il n'y a pas que le profil physique. Dans le pick and roll, il y a aussi une notion de faut maîtriser l'exercice. Il y a une question de timing, de comment poser l'écran, mais surtout comment faire le roll, comment rouler, plutôt en français, avec quel angle, quel timing, etc. Et c'est pour ça que tu as des joueurs qui sont très grands, qui n'ont pas forcément cette expertise-là, et qui ne sont pas des finisseurs d'élite, alors que tu as des plus petits, qui est Brandon Clark, par exemple. Alors Clark est explosif, mais il est assez petit. Mais Brandon Clark, il met une pression au panier par ses rolls qui est phénoménale, parce qu'il a cette maîtrise de l'exercice, en fait. Et je pense que Kuminga, c'est plus un grand porteur de balle, et ça a toujours été plus un grand porteur de balle qu'un vrai intérieur qui a cette maîtrise du pick and roll en tant que rollman, à mon avis. Et puis question de Poussinou qui nous dit une question pour l'hebdo: pourquoi considère-t-on que 50% à 2 points est un bon pourcentage alors que 33% à 3 points est considéré comme insuffisant? Ça fait 1 point par tir, c'est pareil, non? Eh bien oui, tout à fait. tout à fait, sauf que la différence c'est que si tu fais 50% par exemple sur des mi-distances, c'est très au-dessus de la moyenne, alors que 33% à 3 points, c'est un peu en dessous de la moyenne. Donc au final, c'est pour ça que le 3 points est plus rentable que le mi-distance. C'est que si tu vois l'équivalent, c'est qu'il faut être l'équivalent d'être très bon à mi-distance, c'est d'être au niveau de la moyenne, voire même un peu en dessous à 3 points, pour dire à quel point le point supplémentaire fait du bien en fait. Bah oui, c'est sûr. Et puis là, il dit être 50% à 2 points, c'est comme être à 33% à 3 points. Oui, mais si t'es à 50% à 2 points, ça veut dire que t'es quand même sacré mauvais quand tu vas au cercle, ou alors que tu prends que tes 3 points, que des mi-distances, quoi. C'est pour ça que je parlais de mi-distance, parce qu'il faut séparer les tirs, les paniers et mi-distance, je pense. Oui, c'est ça, parce que 2 points, ça veut tout et rien dire, un panier à 2 points. Parce qu'en plus, t'as la notion de... t'as plus de chances de provoquer un lancer franc sur un panier proche du cercle, donc il y a cette notion-là aussi. Je pense que la notion d'efficacité au lancer franc, par contre, c'est pas un truc que les gens capturent très bien. J'ai fait un survey l'autre jour là, un sondage, excuse-moi, sur qu'est-ce qu'il faut limiter en premier dans une défense NBA, prendre des lancers francs, prendre des tirs au cercle, ou que l'adversaire prenne des tirs dans le corner. Et le truc le moins intéressant d'après les gens à limiter, c'était les lancers francs. Alors que c'est probablement le truc le plus efficace, tu vois. Et du coup, j'ai fait un mini trade là-dessus sur genre pourquoi vous aviez tort entre guillemets, sans aucune critique, mais c'est parce que c'est pas naturel. Je pense que les gens ont pas le réflexe de comprendre l'importance du lancer franc, et je pense qu'il y a un truc aussi de c'est pas esthétique et ça ralentit le jeu et ça fait chier tout le monde de regarder des mecs prendre des lancers francs, mais un mec qui tire à 75% au lancer franc, c'est pas élite, et pourtant ça fait 1,5 points par tir tenté entre guillemets, quoi. Pour arriver à mettre 1,5 points par tir tenté à 3 points, faut être à 50% à 3 points. Donc t'as plus de mecs qui sont à 75% au lancer que des mecs qui sont à 50% à 3 points, quoi. Donc, voilà. C'était la fameuse stat à l'époque de James Harden, tu sais, à l'époque 19-20 je crois, saison 2019 de tête, mais où il avait beaucoup de fautes sur les 3 points, et la stat qui était dingue, c'était finalement Harden qui subit une faute à 3 points, c'est plus rentable qu'un dunk à 100% de réussite. Parce que comme il shoot à 85% à 3 points, tu fais 0,85 x 3, ça fait plus que 2. Donc sur les lancers, faute... oui. C'était la stat un peu dingue.
Mais voilà, question de art abstrait. Petite question pour Azad, combien de rounds penses-tu pouvoir tenir face à Mazzula? Combien faudrait-il te payer pour que tu acceptes? Je pense que je tiens un demi-round, vu qu'il fait du jiu-jitsu brésilien et que j'en ai jamais fait. Et par contre, si on me finance une année à Boston où je peux suivre les Celtics, je veux bien y laisser ma vie une fois que la saison est finie. J'aurais vécu le rêve américain comme ça et après je pourrais rentrer. Voilà. Question de Dismaël, parmi les jeunes joueurs au profil créateur principal, pour vous, lesquels ressortent du lot sur un combo efficacité-créativité? Qu'est-ce qu'on appelle jeune? Oui, il y a une liste qui va avec. Non, il n'y a pas de liste, juste deux têtes. Est-ce qu'il y a des jeunes que tu trouves prometteurs sur ce côté créatif et efficace? Oh là là. Qui est Tyrese Haliburton? Qui est Kyrie Irving? Qui est Stephen Curry? Après, on a fait un épisode sur les moins de 25 ans, justement. Oui, tu peux renvoyer les gens là-bas, mais c'est vrai que là... On peut renvoyer vers celui-là. Il y a toujours Haliburton, hein, mais peut-être qu'Haliburton n'est plus considéré comme un jeune, je sais pas. Il n'y a pas Tyrese Maxey. Peut-être Devin Vassell. Vassell Boff, il y a Jalen Williams, surtout. Oui, Jalen Pour moi, c'est Jalen Williams qui est un peu la figure de ça pour l'instant. Est-ce que vous pensez que la règle des 65 matchs peut avoir comme effet pervers des joueurs qui veulent absolument jouer alors qu'il ferait mieux de prendre le temps de se soigner? J'ai envie de dire oui, c'est un peu ce qu'on a eu cette saison avec Embiid, hein, en partie. Tyrese Haliburton, sinon il jouait blessé. Haliburton aussi, ouais, tout à fait. Et je crois qu'Embiid, le match aux Warriors où il se blesse, il était absent de 3 matchs avant, ou je crois que c'est le match à Denver juste avant où il le fait pas. Ouais. Parce qu'il est blessé ou des trucs comme ça, et je crois qu'il revient un peu vite. Mais oui, non, c'est un effet pervers, tout à fait. Et puis les Kings ont-ils abandonné leur futur pour jouer le ventre mou? Je pense pas. Je pense juste qu'il y a des difficultés. Je sais pas. Mais moi, je pense que les contextes de la saison dernière et cette saison jouent beaucoup sur comment on les perçoit aussi. Ouais. Et ouais, je pense que c'était pas un très bon 3e seed l'année dernière. Et du coup, forcément, là, ça se casse un peu la gueule. Mais est-ce que l'équipe est vraiment moins bonne? Je pense que t'en as fait un épisode entier qui le résume très bien. Et juste à ça, je rajoute que les équipes cette année sont meilleures. Du coup, même si t'avais été aussi bon que l'année dernière, t'aurais quand même l'air moins fort, quoi. Et puis les équipes s'adaptent aussi en termes de schéma. Donc notamment tout ce qui est accès au panier, maintenant on sait qu'il y a des cuts. On met des gens dans le panier, sous le panier, il n'y a plus de cuts. et quand il y a isolation de Werther ou de Malik Monk ou de Harrison Barnes, c'est pas aussi efficace qu'un cut au panier. Pour caricaturer très grossièrement, pardon. Question de Logan, pourquoi mon front office, donc les Pacers, pourquoi est-ce que les Pacers s'acharnent à garder des retraités? Je ne sais pas, peut-être pour l'équilibre du vestiaire, peut-être. James Wiseman, on y croit ou pas? Encore? Je sais pas. Pourquoi pas? T'as pas vu qu'il fait 2-3 bonnes performances actuellement à Détroit? On a des highlights qui sortent parfois, c'était genre waouh, enchanté, mais qui êtes-vous? Oui, le problème c'est que défensivement, c'est un peu ça le problème en fait, parce qu'en attaque, j'ai vu des flashs très intéressants, très mobiles, très actifs, mais en défense, entre lui et Jalen Duren, les pivots en défense du côté de Détroit, ça rappelle pas Ben Wallace en tout cas. Hein. Ça c'est sûr. C'est toujours le problème, c'est que pour les pivots, il y a d'abord la viabilité défensive qui compte. Sauf si tu es Jokic ou d'autres. Et on peut fermer les yeux. Si tu es Jokic, Sabonis, Sengun et encore. Et encore, on ferme les yeux, mais c'est pas totalement. Question de Vincert qui nous dit, à l'écoute du podcast sur les moins de 25 ans, il me veut une question. Si on swap Tatum et Zion, Boston est-il meilleur? C'est une question pour toi, ça, Azad. Alors déjà, dans les jeunes créateurs efficaces, on n'a pas donné Zion alors que... C'est vrai. Alors que il a 23 ans et qu'il a toujours été efficace et assez créateur. Est-ce que si on swap Zion et Tatum, les 7... Putain, c'est une bonne question. Ah, c'est dur. J'ai envie de dire non, parce que si t'as Zion, t'as plus de pression au panier. Mais si du coup t'en es obligé de t'en remettre sur des pull-ups ou sur la menace dans le périmètre à Jalen Brown, c'est un peu moins bien. Ouais, moi j'aurais été plus inquiet de la défense. C'est vrai aussi en plus, ouais. Oui, parce qu'en attaque, tu te remets pas sur du pull-up, enfin tu fais autrement quoi. Je pense que la rim pressure aurait quand même permis beaucoup de choses, mais c'est juste défensivement. Zion et Porzingis en même temps sur le terrain, oh là là, structurellement t'as du boulot quoi. T'as intérêt d'être inventif quand même. Zion et Porzingis, t'as un intérieur de switch
et à l'intérieur de pas switch. Donc, tu sais pas qui cacher, tu sais pas comment cacher les deux. Ou tu sais pas quel schéma adapter. Mais non, après, c'est vrai que le côté drive magnifique dans le spacing de Boston, oui, ce serait génial. Mais en effet, la question défensive est pas négligeable. Question de Bamzerito qui nous dit si on crée un monde parallèle où Jokic n'a pas le droit de poser des écrans et de jouer en short roll, il est top combien en NBA selon vous? Je pense que c'est encore très haut, non? Oui. Puis, mais pourquoi est-ce que les autres ont le droit? C'est ça aussi. Est-ce que les autres ont le droit ou il n'y a que lui qui n'a pas le droit? Ouais, parce que si tu poses plus d'écran, quand même, tu perds une. Ouais. Oui, bon, au pire, s'il fait pas de short roll, il fait pas de short roll, tu lui laisses le ballon dans les mains. Oui, non, je pense qu'il est toujours top 5. Hein. Bah ouais, parce que même au poste bas, c'est toujours le meilleur de NBA. Tu peux le mettre au poste haut en tant que passeur, tu peux le mettre isolation, poste haut aussi, ou tête de raquette, tu peux le faire du pick and pop, tu peux faire du pick and roll. Non, c'est quand même pas mal. Ça reste encore très haut, je pense. Surtout dans une NBA où personne peut faire de roll ou de screen. Mais non, je pense que oui. C'est une question, c'est une partie importante de son jeu, mais c'est pas tout. Pour moi, il y a aussi à quel point il est dangereux au scoring, premièrement, et puis à quel point il est aussi passeur de manière diverse, dans des situations diverses. C'est pas que sur short roll. Donc voilà. Et puis question de Kostiames, pardon, j'arrive pas à prononcer. Comment définir un role player? Est-ce que c'est une question de profil, de responsabilité, de place dans la hiérarchie, au sein d'un collectif? On utilise tout le temps ce terme sans vraiment l'expliciter. Bah, pour moi, c'est un joueur qui a un volume restreint, avec peu de création. Mais du coup, tu peux te poser la question de Lauri Markkanen. Est-ce que c'est un role player? Tu vois, parce qu'en vrai, bah, lui, gros volume assez important, très efficace, très très bon dans ce qu'il fait. Il a même été All-Star. Bon, après, ça, c'est un autre débat, mais en réalité, il crée pas grand-chose par lui-même. Donc, ouais. Klay Thompson, est-ce que du coup, c'est un role player? Bah, c'est ça. En fait, je pense que le role player, un peu dans la sémantique, c'est moi ce que j'entends et ce que j'ai toujours entendu, c'est le joueur qui a un rôle, donc notamment un rôle précis, et surtout qui a un rôle qui n'est pas sous-entendu, qui n'est pas celui d'une star en fait. Pour moi, c'est un peu ça. Donc c'est un peu la définition très large, mais qu'est-ce que tu fais de Klay Thompson qui est un peu entre les deux, qui est pas vraiment une star, mais qui est pas non plus un joueur anecdotique. C'est pas un finisseur total au sens finition, juste en bout de chaîne, sans bouger, sans rien. Qu'est-ce que tu fais? Et tu vois, par exemple, qu'est-ce que tu fais de Draymond Green? Draymond Green qui n'a pas un rôle énorme, ni un rôle de star, ni rien, mais est-ce que Draymond Green c'est un role player? Ou alors si ça l'est, c'est la Rolls-Royce des role players, quoi. Mais il y a un peu souvent cette distinction de d'un côté les stars et de l'autre les role players. Je sais pas, c'est plus, je pense que c'est un peu compliqué, un peu plus nuancé, à mon sens. Mais voilà pour les role players, effectivement, c'est une appellation trop large, sans doute, beaucoup trop large. Question de Logan encore qui nous dit, y a-t-il un joueur ayant obtenu au moins un second contrat en NBA qui vous fait dire, mais comment peut-il être encore dans la ligue? Et pourquoi? Et je rajoute, pas le droit de parler de Jaylen Brown. C'est difficile ça comme question. Qui c'est qui est vraiment... Bah déjà, je sais pas comment ils ont pu refiler autant d'argent à PJ Tucker quand même. Ouais, c'est pas un deuxième contrat quand même, PJ Tucker. Oui, bon, ok. Donc un mec qui avait vraiment, genre, qui est re-resté. Terry Rozier, ça marche ou pas? Ça peut marcher, Terry Rozier, mais je crois qu'en ce moment, c'est pas le moment pour le dire. Ok, bon, on se reparle après les playoffs alors. Bah, Tellen Horton Tucker, tu peux te demander comment il a pu C'est pas faux, ouais. Et comment il a pu C'est pas mal, ouais. Pas mal. Franchement, RJ Barrett aussi, hein. Non, quand même pas à ce point de disparaître de NBA, quand même. Bon, ouais. Non, Horton Tucker, c'est un très bon exemple, je trouve. À l'époque, moi, il y avait Eric Pascal, je comprenais pas. Ah putain, oui. Je crois que c'est le pire joueur NBA que j'ai jamais vu, Eric Pascal. Vraiment, je comprends pas. Je comprends vraiment pas. Et donc, les questions de Tom, on peut aller là-dessus. Qu'est-ce qui est le plus bizarre entre Gary Payton 2 en shooting guard sans shoot ou Mike Muscala en power forward mais sans puissance? Effectivement, les appellations un peu à l'ancienne. Bah, j'essaie de me rappeler qu'est-ce que ça voulait dire. Pourquoi on appelait un power forward comme ça? Bah, c'est historiquement les postes, c'est le shooting guard parce que tu avais le point guard qui menait le jeu, le point, et puis le shooting guard à côté, donc l'arrière mais qui shoot, en gros, hein, off-ball. Et puis ensuite, tu avais le forward, le 3, et ensuite le power forward, bah, c'est le forward, l'ailier mais un gros.
le gros ailier, l'ailier qui est plus fort pour être sur les paniers. Donc c'est un peu ça Ouais. la sémantique qui s'est développée au fil des ans, surtout dans les premières années du basket, quoi. Mais en fait, avant ça même, il y avait des gardes et des forwards parce qu'à la base, ça se jouait pas exactement pareil. Il y avait une histoire de tout le temps, ils revenaient à un entre-deux. Ah putain, c'est flou dans ma tête. Mais si ça s'appelle des forwards et des guards, c'est parce qu'ils jouaient aussi l'un contre l'autre, non? Ah putain, faudrait que je retrouve parce que c'est à regarder pour refaire un peu l'histoire du basket. Mais ces appellations, elles ont une définition particulière qui est complètement désuète maintenant parce qu'en fait, forward, ça veut dire aller de l'avant. Enfin, genre, ça veut absolument rien dire du coup. C'est pas faux. Parce que tu vois, en fait, t'avais les guards et les forwards et je crois que l'entre-deux était toujours remis après un panier. T'avais une histoire c'était pas vraiment du 5 contre 5. Faudrait que je relise et qu'on pourra en reparler à la limite un jour En tout cas, c'est précis hein, comme oui, information. bon, Merci, et ben super, merci. ouais, tu pourras couper ça au montage, ça fera gagner 2 minutes sur un podcast de 3 heures. Mais voilà. Mais à en reparler un jour peut-être de pourquoi les noms des postes veulent rien dire et pourquoi il faut parler en rôle et on pourrait faire un épisode définir les rôles. Voilà, tu vois, on nous a posé une question, c'est quoi un role player? On nous dit c'est quoi un power forward? Et ben voilà, faisons un épisode où on déconstruit et on reconstruit les rôles en NBA. Qu'en penses-tu? Je suis d'accord. Et ben allez, c'est parti. Autre question de Tom, si vous deviez construire le 5 majeur des titulaires moyens, le 15e titulaire à chaque poste, à quel poste, quel serait le franchise player? Alors le 5 majeur des joueurs moyens, bon c'est un peu ce qu'on a fait, on a fait la all backup type, mais c'est peut-être le cran au-dessus du coup. Titulaire moyen, je ne sais pas. Gordon Hayward, ce serait le joueur moyen des moyens. Il est plus titulaire peut-être. Hayward, il est pas titulaire. Oui, il faut quand même un mec qui soit titulaire. Je pense qu'à l'arrière, tu peux prendre genre un Buddy Hield, par exemple. Buddy Hield, ça peut être pas mal. Bojan Bogdanovic. Ouais, Bojan Bogdanovic, ouais, poste 3. Qui c'est qu'on a dans les meneurs, dans la moyenne des meneurs? Mike Conley, dans la moyenne. Ouais, pas mal. Ni fabuleux, ni mauvais. Et puis à l'intérieur... Damantas Sabonis. Vucevic, Sabonis, c'est quand même pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ouais. T'es sévère. Ouais, mais Vucevic, c'est trop nul, par contre. Non, je suis pas d'accord. C'était un peu ma question. Ouais, non. Un pivot moyen. Miles Turner. Je sais pas. Miles Turner, ouais, c'est pas mal. Miles Turner, ouais, c'est pas mal. Il nous faut un deuxième intérieur. Un poste 4 ou un intérieur tout court. Valanciunas, dans les moyens, ouais. Valanciunas, ouais, ça peut aller, Valanciunas. Pas beaucoup de spacing, là, mais... Sinon, on avait Nurkic aussi, qui est plutôt dans la moyenne, sans être mauvais, sans être fabuleux. Mais Kelly Olynyk, okay. Je le mettrais presque parmi les bons, tu vois, maintenant, cette saison. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.